Salut à tous, c'est Valorant pour le Crayon. On est de retour pour l'interview entrepreneur avec aujourd'hui Jean Moreau. Bonjour Val. Bonjour Jean. À tous. Merci beaucoup d'accepter notre invitation. Ça fait très plaisir à Jules qui est derrière la caméra, ça fait longtemps qu'il veut faire venir Jean dans le Crayon. On va parler aujourd'hui de Phoenix, qui est une entreprise créée en 2014 qui a pour but de créer zéro gaspillage dans la société. Et je vais poser cette question plus globale et on détaillera chacune des questions, mais comment créer un business positif qui en même temps soit sustainable et profitable? C'est la grosse fierté de Phoenix, c'est d'arriver à aligner ces deux missions, c'est-à-dire à la fois de ne pas sacrifier l'ambition, la croissance et la vision de long terme, et en même temps d'être très ancré sur notre impact social et environnemental. Et donc on a créé une boîte qui effectivement à la fois est passée de 0 à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en 5 ans. Bravo. Et qui en même temps a créé donc 160 emplois et au passage a sauvé 100 millions de repas de la poubelle. Donc on est très fiers de ça. Et c'est vrai qu'on est encore assez peu nombreux à cocher toutes ces cases. Donc c'est le début, il faut qu'on montre que c'est possible. On fait partie de ce qu'on appelle les exemples plus ou moins inspirants. Mais en tout cas, voilà, on est fiers de ce qu'on a construit et puis on espère que ça va susciter des vocations, y compris parmi les auditeurs du Crayon. Ça l'est en tout cas, c'est inspirant. Mais comment on est passé d'un modèle où j'ai lu ça que on arrivait à un stade où la grande distribution détruisait en fait les produits périmés ou les produits invendus et invendables. Comment avoir réussi à convaincre en fait tout le monde de retourner ce modèle-là, ou même si ça paraît évident, pour eux ça ne l'est peut-être pas parce que c'est peut-être pas profitable. Ouais, alors il y a aussi beaucoup de légendes urbaines autour de la distribution. On aime bien leur taper dessus parce que c'est un coupable facile et toujours simple à désigner, mais en vrai il y avait un peu de destruction, un peu de javelisation, mais c'est pas forcément une pratique très répandue déjà avant qu'on existe. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait des pratiques de dons alimentaires, puisque les Restos du Cœur, la Banque alimentaire, le Secours catholique, etc. ne nous ont pas attendus pour mettre en place des boucles de redistribution. Mais c'était souvent fait de façon assez artisanale, ça reposait sur du bénévolat, sur du mécénat de compétences, et c'était pas aussi huilé, automatisé et processisé que le reste de la grande distribution. Donc nous on a voulu mettre là-dedans une touche de professionnalisme, une touche de digitalisation et en faire un peu un nouveau standard. Éviter qu'il y ait du don d'invendus juste le lundi et le dimanche, mais qu'il y en ait tous les jours dans tous les magasins de France, avec 1, 2, 3 assos qui viennent collecter. Donc on a repéré une bonne pratique qui était marginale, on l'a généralisée et on l'a améliorée à la marge avec des outils digitaux. Quelle est aujourd'hui la délimitation que toi tu vois entre un business positif et un business qui se vend comme positif mais ne l'est pas réellement? Où est-ce qu'on peut réussir à faire le tri, que ce soit en tant que consommateur ou investisseur? C'est une bonne question qu'on se pose souvent dans l'écosystème et en particulier avec moi ma casquette de coprésident d'un mouvement qui s'appelle le mouvement Impact France, que j'ai l'honneur de coprésider avec Eva Sadoun. Qui est l'ancien mouvement Move ES. L'ancien mouvement des entrepreneurs sociaux, qu'on a élargi avec plusieurs éditions, mais notamment en rajoutant la couche écolo et green, qui n'était pas tellement présente dans le Move, qui était plutôt axé impact social. Donc bref, pour revenir à la question, nous on différencie les business qui sont for impact, c'est-à-dire dont l'impact est au cœur du réacteur, est natif dans le projet, et donc dès l'origine, la mission c'est de s'attaquer à un ou plusieurs des objectifs de développement durable de l'ONU, les ODD de l'ONU, il y en a 17, lutte contre la pauvreté, lutte contre la précarité alimentaire, etc. Et puis il y a les business, donc ça c'est business for impact, et puis les business with impact, dont le cœur de métier initial n'est pas forcément avec une finalité positive, mais qui par ailleurs fait en sorte que mettre en place l'égalité homme-femme, mettre en place une politique d'insertion, d'inclusion, et vigilance sur la grille de salaire, le partage du pouvoir, de la gouvernance. Donc il y a des business, voilà, encore une fois, c'est comme ça qu'on fait la différence, ceux qui sont nativement à impact positif et ceux qui prennent en compte leur externalité négative, les compensent et les amoindrissent. C'est déjà une première chose. Et après, il y a le troisième truc qui est du greenwashing, qui est le moins souhaitable de tout ça. Mais oui, le coup de peinture vert et puis on ne change pas nos habitudes. Exactement. On avait reçu ici Greenly et Alexis Normand, oui, qui nous avaient parlé de corréler son chiffre d'affaires à l'impact que l'on crée. Et en fait, notre chiffre d'affaires, il est vraiment indexé au kilo de CO2 évité. Comment vous réussissez à faire ça chez Phoenix ? Nous, on a une chance assez énorme, et presque unique, enfin on est plusieurs, mais c'est qu'on a des indicateurs d'impact qui sont assez faciles à capturer, à matérialiser et à mettre en valeur. Typiquement, il y a une métrique qu'on suit de près, qu'on appelle un peu la North Star Metric, c'est le nombre de repas sauvés. Et donc c'est pas là dans toutes les entreprises, mais nous, c'est un indicateur extra-financier qui est assez simple, assez visuel, assez compréhensible, assez intuitif. Donc on suit ça, et c'est mécaniquement assez corrélé à notre chiffre d'affaires, puisque un repas sauvé sur l'application égale le chiffre d'affaires pour Phoenix, et puis un repas redistribué via l'aide alimentaire
égale aussi une part de chiffre d'affaires pour Phoenix sur la partie B2B. Donc voilà, nous on fonctionne comme ça. Dans tous nos reportings, y compris aux investisseurs, on fait un reporting trimestriel. À la fois le reporting financier et le reporting extra-financier prennent autant de place. C'est-à-dire qu'on va consacrer 2-3 slides au reporting financier, où on va descendre le nombre de nouveaux clients, le chiffre d'affaires, la rentabilité. Et puis après, sur 2-3 slides, on va redescendre le nombre de repas sauvés, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, le pouvoir d'achat qu'on a rendu aux consommateurs et l'impact carbone, l'impact CO2 évité par la non-destruction des produits. Donc voilà comment on essaye de piloter les deux indicateurs. Je comprends très bien. Quelle est la prochaine étape? Vous en avez franchi un paquet, mais quelle est la suivante que toi tu as en tête? Il y en a toujours, parce que en fait, c'est un peu comme en montagne, quoi. À chaque fois, tu arrives à un palier, tu regardes derrière toi, tu es impressionné, mais tu regardes en face de toi. Quel est cet endroit? T'as encore plus haut. le plus dur qui reste à faire. Donc nous, on est un peu là, tu vois, on a bien dépassé l'amorçage, le changement d'échelle, mais on est à la phase de... On est entre la fin du build, où tu as construit une boîte avec des process, du management, etc. Et puis maintenant, il faut que tu passes en phase de run, où c'est plus de la gestion rythme de croisière et comment tu passes à l'échelle, y compris sur divers secteurs, donc diversification sectorielle et puis diversification géographique. Au départ, on avait un pilier qui était historiquement le don alimentaire, donc ce que j'ai décrit en ouverture, digitaliser le don alimentaire, qu'on a bien fait pendant 5 ans. Depuis 1 an et demi, 2 ans, on est allé sur le pilier B2C, donc on a fait entrer le consommateur dans la danse. Là où avant on n'avait que des assos. Okay. Et le consommateur il a 2 choix chez nous, soit il va sur l'application mobile Phoenix pour racheter à prix cassé des invendus dans les points de vente autour de chez lui, c'est la version digitale de son engagement, soit il va dans un réseau de magasins physiques qui s'appelle les épiceries Nous Anti-Gaspi. Dès l'inauguration, c'est la ruée dans les rayons et même l'embouteillage à la caisse. Le nouveau magasin Nous Anti-Gaspi vient d'ouvrir pour une clientèle de curieux attirés par des prix plutôt intéressants, mais aussi très conscients des méfaits du gaspillage alimentaire. Une fille de Phoenix, une filiale, et donc on peut aussi s'engager en allant faire des courses dans des magasins alimentaires de déstockage anti-gaspillage. A priori, à court terme, on est focus sur l'Europe, et puis pourquoi pas après aller porter ça aux États-Unis ou en Asie éventuellement, si on a le courage et si le marché est mature. C'est pas toujours le cas. Parfois, il ne faut pas être trop en avance sur ce qu'on appelle le time to market. Oui, mais c'est ce que racontent beaucoup dans ce domaine-là, où même j'avais vu une interview de toi où tu expliquais qu'il fallait aussi que le marché ait cette mentalité pour accepter le process. Sinon, de toute façon, peu importe ce que tu voulais vendre, le marché n'était pas prêt à... Ouais, parfois c'est un éternel débat entre être le first mover, c'est-à-dire que c'est toi qui crée le marché, donc tu as une légitimité de fait puisque tu as créé le marché, tu as été visionnaire, etc. Mais par contre, l'envers du décor, si tu peux t'épuiser à évangéliser les politiques, les clients, et puis derrière tu as un nouvel entrant qui arrive et qui bénéficie de tout le chemin que tu as tracé. Tout le chemin que tu as tracé. Donc parfois c'est bien d'être plutôt second mover, c'est-à-dire d'être dans les pas ou dans la roue d'un leader qui fait ce travail-là. Quel est ton avis sur l'environnement entrepreneurial français, que ce soit sur l'impact ou même plus globalement? Moi j'ai un avis assez positif. Je pense que ça a beaucoup changé en 10 ans. Nous on s'est lancé en 2014 et l'écosystème était beaucoup moins mature. Il n'y avait pas encore des gens comme la BPI qui ont vachement unifié le paysage du financement. Deuxième chose, je pense que la France est un paradis qui s'ignore pour l'entrepreneuriat. Mais quand on prend le temps de bien décortiquer les différentes aides sur l'amorçage, le changement d'échelle, les différentes subventions, les crédits d'impôt divers et variés, crédits d'impôt innovation, crédits d'impôt recherche, statut jeune entreprise innovante, etc. Il y a les aides sur les alternants, les aides sur la première embauche, enfin il y a plein d'aides et d'incentives financières qui font qu'en fait c'est un super endroit pour créer des boîtes. On n'a aucun complexe à avoir par rapport à San Francisco, New York, Londres ou Berlin. Et puis troisièmement, je trouve que ça monte je trouve que la qualité des porteurs de projets monte en gamme. Il y a 10 ans, c'était plus amateur, plus bras cassés. Maintenant, on a des bons profils avec des beaux backgrounds qui se lancent et en particulier, c'est la touche qui me tient à cœur, sur la dimension impact positif. Je pense que c'est plus qu'une tendance, c'est devenu une forme de nouveau standard et que maintenant, la plupart des entrepreneurs se posent la question du why et du pourquoi et quel est leur impact, quel est le sens de leur boîte. Je comprends très bien. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, en te regardant, se dit que lui aussi, il a envie de lancer un business à impact ou autre d'ailleurs? Mon premier conseil, c'est que je pense que cette personne ne se trompe pas, parce que les sujets d'impact positif, que ce soit impact social, environnemental ou idéalement les deux, sont des tendances de fond et on n'est qu'au début de la vague. C'est une attente des consommateurs, c'est une attente des jeunes générations, des talents. C'est aussi une attente de pas mal de fonds, puisqu'il y a beaucoup d'argent disponible pour financer des projets d'impact positif. Qui tu inviterais à ta place sur le crayon en interview entrepreneur que tu aimerais voir discuter avec nous?
Eh bien, on va rester dans l'impact. Pourquoi pas, très bonne idée. Il y a plusieurs boîtes qui m'inspirent. Il y a évidemment celle d'Eva, Lita.co sur la finance durable. Et puis c'est bien d'avoir une fille entrepreneur. Évidemment, Il on en a eu. faut montrer la diversité On en a eu. et puis donner l'exemple. Il y a Thibaut, la marque chez Castelli, qui construit une boîte qui lutte contre la folie du plastique et qui lutte contre les bouteilles en plastique en faisant des fontaines à eau. Ok, je connaissais pas du tout ça, c'est énorme. Castelli, ouais. Et puis il y a Arnaud de la Taille qui a monté une entreprise qui s'appelle AssoConnect, qui est un logiciel, une sorte de CRM dédié au monde associatif pour que le club de foot du coin ou l'asso d'aide alimentaire ait une gestion automatisée de ses membres, de ses cotisations, de ses redistributions, etc. Très intéressant. Voilà, un vivier de 3 entrepreneurs de talent. Ça fait une belle liste. Et c'est la dernière question, qu'est-ce que tu évoques la phrase « trace tes contours ». C'est le credo du crayon. Bah, je pense que c'est une très bonne baseline pour vous. Ça incite les gens à se poser la question de quelles sont mes forces, quelles sont aussi peut-être mes limites. Et en tout cas, nous, peut-être pour revenir sur ce qu'on a fait chez Phoenix, on se rend compte qu'il y a souvent 3 phases dans l'entrepreneuriat. Il y a la phase de lancement, d'amorçage, qui est la phase de start. Ensuite, il y a la phase de construction, qui est plutôt du build. Et puis la phase de run, qui est plutôt de la gestion en rythme de croisière, que j'ai un peu décrit tout à l'heure. Et en général, ce n'est pas les mêmes personnes qui sont très bons sur le start, qui sont ensuite épanouis dans le build et qui sont ensuite excellents dans le run. Donc, c'est un peu ça que m'évoque ta phrase, il faut savoir où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on atteint ses limites, ses contours, et où est-ce qu'il faut qu'on aille chercher dans l'écosystème, au fur et à mesure que la boîte grandit, des expertises complémentaires, qui souvent ne sont pas ceux du début, qui sont des gens qu'on va chercher à l'extérieur quand la marque est plus connue, quand on a plus de fonds, et quand on a un début d'exécution qui nous donne confiance. Donc, c'est un moment qui n'est pas simple à vivre en tant qu'entrepreneur, parce que tu dois débrancher des gens et faire des greffes qui parfois prennent pas. Mais c'est un passage nécessaire. T'armer de nouvelles compétences. Ouais, à toutes les étapes. Merci beaucoup Jean. Merci à toi. C'était une super interview et j'espère que les gens derrière leur écran ont appris plein de trucs. J'espère qu'ils apprécient autant que j'ai apprécié. Bravo pour Phoenix, vraiment. Merci beaucoup. Et cool. Continue de sauver des repas pour le pouvoir d'achat français et aussi pour faire de l'argent et payer ces magnifiques locaux. Eh bien merci, avec plaisir. Bravo à toi et à tout le monde. Bravo au crayon, longue vie au crayon et à bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview entrepreneur et puis on fait un bilan ce week-end de tout ce qui s'est fait. Salut. Bonjour, c'est Jean Moreau, cofondateur de Phoenix pour le crayon. Let's begin with the story of Philip Joe. He was a young man with all